18h20 sur Europe 1, votre grand journal du soir jusqu'à 20h reste à vos côtés dans cette crise sanitaire. Nathalie, il a choisi Europe 1 pour s'exprimer ce soir. Le président du comité scientifique Covid-19, le professeur Jean-François Delfraissy, est votre invité ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Europe 1 ce soir. Alors ça y est, la réouverture partielle des écoles le 11 mai, mais vraiment significative le 25 mai. Elle pose toujours question, cette ouverture des écoles. Des spécialistes restent encore très dubitatifs, fustigent un choix qui manque de logique. Ils se disent, à quoi bon prendre ce risque alors qu'on ne sait pas tout sur l'activité du virus sur les enfants? Je vous pose la question, professeur, à quoi bon prendre ce risque? Alors, il y a une vision en effet qui est très sanitaire et qui est de dire est-ce qu'on prend ce type de risque? On sait néanmoins que le risque il est limité, c'est-à-dire qu'on sait que le virus il est peu présent chez l'enfant, que les enfants ne font pas de forme grave, mais ce qui fait le risque, c'est finalement le fait qu'ils sont en institution, qu'est l'école, et que donc ils ont des contacts multiples entre eux. Et pour les plus petits, évidemment, les mesures de distanciation sociale sont difficiles. Mais à côté du risque sanitaire, il y a un autre risque, un risque sociétal, qui est que pour un certain nombre d'enfants, d'abord le confinement est difficile à poursuivre, et puis il y a des enfants qui sont dans des familles plus ou moins difficiles, et on sait qu'il y a des conséquences sur éventuellement des effets secondaires chez ces enfants, des maltraitances chez ces enfants. Donc on a aussi à tenir compte de cela. En fait, alors professeur, j'entends. Mais s'il se vérifie, alors admettons, s'il se vérifie que les enfants sont de faibles disséminateurs de ce virus, ce sont bien les sorties d'école qui vont être à craindre. Les arrivées, les sorties, ce sont des moments de rencontre entre adultes. C'est ça qui joue un rôle dans l'épidémie, bien plus que les enfants eux-mêmes. Là, il y a un gros risque. Non, vous avez raison, c'est-à-dire que c'est pas seulement l'école, la classe elle-même, mais c'est tout ce qui l'entoure. C'est à la fois les entrées, les sorties, que fait-on au moment de la cantine à midi, et puis ces enfants, ils vont retourner dans leur famille. Donc ça veut dire aussi qu'on doit avoir une vision un peu globale, à la fois de l'enfant, de l'école, de l'environnement familial, et je le répète aussi que ces petits-enfants ou ces enfants doivent être, à mes yeux, encore relativement séparés de leurs grands-parents, parce que les grands-parents, je vous le rappelle, sont plus à risque que d'autres. Et vous l'avez dit, vous l'avez dit déjà, professeur Delfraissy. Mais alors, une autre question, que préconisez-vous pour les enfants des soignants? Eux ont continué d'aller en classe, leurs parents sont soignants, toujours en exercice. Ils vont être mixés avec des enfants fraîchement déconfinés? Que préconisez-vous? Nous n'avons pas réfléchi à cette question, donc je ne vous répondrai pas. Il y a eu une situation très particulière pour les enfants des soignants, parce qu'il y avait besoin des soignants pour faire face à ce choc qu'étaient les malades en réanimation. Les choses, vous le savez, on va en reparler plus tard, sont en train d'aller mieux. Le nombre de patients Covid est en train de considérablement diminuer. On va donc probablement rentrer, mais je ne peux pas l'affirmer, dans une vision plus globale, dans une vision que les enfants des soignants deviennent des enfants. Professeur, on a dépassé hier en France la triste barre des 20 000 morts. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur nous livre que 5,7% des Français, soit plus de 3,5 millions de personnes seulement, finalement, auront été infectés d'ici au 11 mai. Soyons clairs, s'il s'agit d'une modélisation statistique, ce taux est clairement insuffisant pour éviter une deuxième vague épidémique. Oui, je vous rappelle que le confinement avait double objectif, réduire le nombre de patients qui rentraient en réanimation et faire que le système de soins puisse tenir le coup. Je crois que maintenant, on peut dire que oui. Il y a maintenant une réponse positive à cette question. Deuxièmement, réduire de façon importante la circulation du virus. Et la réponse est de ce que nous avons. Et la vitesse de circulation du virus est beaucoup réduite. Et elle devrait se situer aux environs de 0,6 début mai, au moment ou mi-mai, à la sortie du confinement. Alors, ça veut dire que le virus va continuer à circuler. Et ça veut dire aussi que, durant cette première vague, il y a il y a une fraction relativement faible de la population qui semble avoir été en contact avec le virus. Là, il s'agit de modèles de modélisation. Mais on a par ailleurs des données qui ne sont pas de la modélisation, mais qui reposent sur la détection d'anticorps qui témoignent donc du fait qu'on a été en contact avec le virus. Et que les gens ont été infectés et ils ont fabriqué des anticorps. Et donc ça permet d'avoir une étude épidémiologique. Ça n'a probablement pas d'intérêt majeur au niveau individuel, ces anticorps, mais ça permet d'avoir une étude épidémiologique de combien de personnes, quel pourcentage de personnes ont été contaminées. Et on a les mêmes chiffres.
c'est-à-dire qu'on est autour de 10%. De 10%. Mais donc 10%, c'est très faible, professeur Delfraissy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'attendre à une deuxième vague, et dans quel délai? Ou en tout cas, sera-t-elle évitable, cette deuxième vague? On va tout faire pour l'éviter. Ça veut dire qu'il y a une immunité populationnelle qui n'est pas suffisante. On l'estime normalement autour de 50-60%. Moi, je ne suis pas tout à fait sûr que le chiffre soit totalement exact. Parce que quand je vois ce qui se passe, par exemple, chez les enfants qui sont peu immunisés, eh bien, on voit bien qu'ils ne se contaminent pas non plus de façon massive. Donc, soyons prudents également sur les chiffres qu'on annonce en termes d'immunisation populationnelle qui serait nécessaire. Mais par contre, ça veut dire qu'il y a un risque qui demeure important, et on le sait. Au moment de la sortie du confinement, il va falloir lâcher un tout petit peu, le virus va continuer à tourner, mais il nous faut surtout un certain nombre de marqueurs qui, dès que le virus repart trop, eh bien qu'on puisse resserrer les boulons. Et alors, qu'est-ce qui se passerait, professeur Delfraissy, si le virus repart sérieusement? Un reconfinement n'est pas exclu, le stop and go, c'est imaginable, même plusieurs fois? Alors, c'est difficilement imaginable dans l'état actuel de notre pensée, puisqu'on est en train, et tout le monde est en train d'essayer d'aspirer à une sortie du confinement. Alors, d'abord, il y a d'autres enjeux qui vont se faire. L'été va arriver. On sait que beaucoup de ces virus ont une pénétration qui est beaucoup moins importante durant l'été. Mais le risque va arriver sûrement à l'automne. Et dans toute l'histoire de ces grandes épidémies, l'automne est une période de récidive, entre guillemets. Et c'est pas le jeu, mais toute la difficulté est de laisser à la fois se réinstaller un virus qui tourne un peu, mais pas trop, et de le maintenir et de prendre les mesures adéquates. Alors après, là, on est dans un modèle dont je vous parle, qui est sans médicaments, sans vaccin. Le vaccin, on l'aura pas tout de suite, tout le monde est d'accord. Pas avant 2021, on est d'accord. À peu près 2021, au début 2021, en tout cas, pour un vaccin qui couvrirait en partie. Après, on peut imaginer qu'on ait une molécule qui ait peut-être une action faible, entre guillemets, sur le virus lui-même, mais qui puisse être donnée à titre préventif et qui permettrait peut-être, eh bien, de réduire cette angoisse de la deuxième vague. Vous nous dites néanmoins que cette deuxième vague, il faut être quand même très vigilant au moment de la rentrée à l'automne. C'est peut-être là, effectivement, qu'il pourrait y avoir cette deuxième vague plus sérieusement. Il faut être vigilant dès maintenant, dès la sortie du confinement. Je l'ai déjà dit, on ne va pas passer du noir au blanc, on va passer du noir au grisé, au gris foncé, puis doucement au gris plus clair. Et il faut que nous ayons un certain nombre de marqueurs qui puissent accompagner, qui puissent nous dire « Attention, le virus est en train de repartir », ou au contraire, il ne repart pas, et à ce moment-là, de prendre les mesures adéquates. C'est tout l'enjeu du post-confinement. Le problème aussi, c'est qu'on a vu qu'il y a peut-être des cas désormais de résurgence chez de plus en plus même de patients. Que sait-on à ce stade de tout cela? Est-ce qu'on peut être infecté, effectivement, 2 fois, voire plus? Qu'en est-il aujourd'hui? Non, il faut rester là aussi, je dirais, calme. C'est-à-dire qu'on peut penser que la majorité des personnes qui ont fait un Covid sont protégées pendant une durée probablement limitée, c'est le cas de l'ensemble des coronavirus, contre une deuxième infection. Cela dit, on ne connaît pas exactement finalement si les anticorps qu'ils ont développés sont totalement protecteurs ou pas. Alors ce qu'on a observé de façon récente, c'est un certain nombre de patients qui ont refait un Covid. Dans l'immense majorité des cas, qui ne sont pas très nombreux, il s'agit d'un phénomène qui est probablement de réactivation, il leur restait un peu de Covid qui est reparti, et non pas véritablement une réinfection. Donc on est prudent, mais restons quand même avec des choses un peu solides. La majorité des personnes qui ont fait un Covid et qui ont des anticorps sont probablement protégées pendant quelques mois. Professeur, quid de la mutation aussi du virus? Elle pose question. On comprend ce virus, et on l'entend encore dans ce que vous nous dites, qu'il est extrêmement complexe. D'ici le vaccin, donc dans 1 an et demi, peut-il encore muter? Et dans ce cas, ce serait une lutte sans fin. Écoutez, ça c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce virus, contrairement à ce qu'on dit, il mute beaucoup, mais avec des petites mutations. C'est-à-dire que les virus que nous avons actuellement en Europe ne sont pas tout à fait identiques au virus qui avait démarré en Chine. Il existe une série de petites mutations, même entre la France et l'Italie. Il n'y a pas de mutation importante qui a été retrouvée, et je sais que ce virus est très regardé, justement, pour regarder s'il n'apparaît pas une mutation. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, parce qu'évidemment, à la fois pour les molécules potentielles contre le virus et pour la construction d'un vaccin, le fait qu'il ne mute pas de façon majeure, eh bien, est un élément positif. Encore quelques questions, professeur. La courbe en France, elle ne baisse
pas vraiment, en tout cas moins par rapport à l'Italie ou à l'Espagne. Qu'en pensez-vous? Pourquoi cette décrue n'est pas aussi évidente? Alors, cela dépend de quoi on parle. Le nombre de patients qui rentrent dans les services de réanimation, donc les formes graves, il a décru de façon très importante et il continue à baisser chaque jour. Là où il n'y a pas de diminution, ou la diminution, en tout cas, il y a une diminution, mais elle est beaucoup moins nette c'est au nombre des décès. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a un décalage entre une entrée en réanimation et le décès. Vous savez qu'un séjour en réanimation Covid, c'est en général de 15 jours à 3 semaines. Donc il y a encore quelques jours. Encore deux choses, professeur. Les Français s'inquiètent beaucoup. Pourront-ils partir en vacances cet été? Comment voyez-vous, vous, les choses pour les plages, précisément, la proximité, les gouttelettes? Tout ça, ce sera possible? Qu'est-ce que vous en dites, vous, l'avis du Conseil scientifique sur cette question-là, précisément, aujourd'hui? Écoutez, l'avis du Conseil scientifique sur la sortie du confinement a été remis aux autorités sanitaires et il sera public, évidemment, dans les jours qui viennent. Quand ça, professeur ? Nous abordons uniquement les 2 mois qui viennent. C'est, une fois de plus, soyons progressifs. Il est difficile de prévoir avec le moyen long terme. Voyons comment les choses se passent déjà dans les 2 mois, de façon très progressive. Et puis, les choses vont s'éclairer progressivement. Et il y aura probablement un certain nombre d'indications qui seront données d'ici, je dirais, le début du mois de juin, pour ce qu'on pourrait appeler peut-être des grandes vacances qui ne seront pas des grandes vacances comme d'habitude. Il faut vraiment que nos concitoyens se rendent compte que c'est une année qui est très différente des autres et qui va le rester dans les mois qui viennent. Professeur, donc cet avis, le 7e, si le compte est bon, il sera donc communiqué dans les tout prochains jours, avant la fin de la semaine, professeur ? Écoutez, il est entre les mains des autorités sanitaires et il y a toujours quelques jours avant qu'il soit rendu public. Est-ce qu'il faut s'attendre à des surprises, des nuances peut-être avec les premières annonces déjà du gouvernement ou à quoi les Français pourraient s'attendre ? Non, l'avis du Conseil scientifique a éclairé un certain nombre de mesures du gouvernement. C'est le gouvernement qui prend les décisions. Nous sommes purement consultatifs. Nous ne sommes que des scientifiques, si je peux dire. Et bien, voilà, ces informations existent, elles sont dans le détail et elles ont permis d'avoir une construction par le politique des décisions qui sont prises. Un dernier mot, professeur, sur notre société tout entière et sur notre avenir globalement. Les Français, les citoyens même dans leur ensemble, vont-ils pouvoir adhérer durablement à tous ces plans, ces masques, ces retards, cette autre façon d'appréhender le quotidien? C'est évidemment une très bonne question et qui est une question essentielle à mes yeux, et pas seulement à mes yeux. C'est comment les concitoyens s'emparent-ils de cette maladie. Ils ont reçu jusqu'à maintenant une série un peu de diktats qui leur a imposé. On leur a imposé le confinement, à la fois, je dirais, le politique et nous-mêmes médecins dans une certaine mesure. Il est urgent que maintenant se crée un dialogue avec la société civile. Et d'ailleurs, nous recommandons la création d'une structure, d'un comité ou enfin d'une plateforme qui permette d'avoir ce dialogue sociétal. Pour les mesures qui sont à prendre dans le post-confinement, dans un premier temps et dans le moyen terme, il faut que la société civile puisse s'exprimer pour s'en emparer. Si on veut gagner la confiance, il faut faire confiance. Merci beaucoup, professeur Delfraissy, de nous avoir répondu ce soir en exclusivité sur Europe 1, à quelques jours donc de cet avis qui sera rendu sur les 2 prochains mois. Vous nous l'avez dit, les 2 prochains mois et donc ce déconfinement à partir du 11 mai. Merci beaucoup.